Alors, oui, beaucoup d'influences chrétiennes euh, et aussi beaucoup d'influences autochtones aussi dans sa spiritualité. Bon. Puis, y avait-tu des qualités spéciales qui l'ont catapulté dans le leadership, le plan bien au leadership? Yeah. Um, il convient de s'interroger sur ce qui a permis Riel euh, de devenir un leader, un chef, un dirigeant. Sa formation intellectuelle, son charisme, son éloquence et sa capacité à articuler une vision collective jouent un rôle déterminant. Le fait qu'il parlait français, qu'il parlait anglais et qu'il parlait de nombreuses langues autochtones, ça a certainement facilité les choses. Mais au-delà de ses qualités visibles, c'est sa compassion, son courage moral et son sens aigu de la justice qui le distinguent. Riel inspire parce qu'il incarne ce qu'il prêche. Il partage les souffrances de son peuple, assume les risques et refuse les compromis qui trahiraient ses principes. Alors, dans ce sens-là, tu sais, c'était pas un bon politicien, hein, parce que, tu sais, beaucoup de fois, OK, allez vous combattre, allez mourir pour la cause et la patrie. Moi, je vais me cacher ici en arrière de tout le monde parce que je voudrais pas me fatiguer ou me blesser. Mais lui, il était dans le champ de bataille. Il assume les risques. Et les politiciens sont toujours prêts à faire des compromis, à se vendre, tu sais. Ah, mais Riel, non. Absolument pas. Il refusait. C'est cette intégrité rare et coûteuse qui fait de lui une figure incontournable de l'histoire métisse et canadienne. Tu m'as parlé, tu as touché là-dessus, sa compassion. Comment que Louel fait preuve de compassion puis de tolérance? Il doit avoir des preuves de ça, là. Bon, malgré la dureté de son combat et la radicalité de certaines de ses prises de position, Louis Riel demeure fondamentalement un homme de compassion. Cette compassion traverse l'ensemble de ses écrits et se manifeste par une attention constante portée aux plus faibles, aux persécutés et aux exclus, quelle que soit leur origine. Il exprime une profonde solidarité envers les peuples autochtones, qu'il considère comme victimes d'un génocide matériel et culturel. Il compatit également avec les pauvres colons européens qui, sans être des agents actifs de l'oppression, se retrouvent pris dans un système qui les dépasse. Riel ne déshumanise jamais ses adversaires. Au contraire, il reconnaît chez eux certaines qualités, notamment leur sens de l'organisation et de l'administration, tout en condamnant leurs abus euh, de pouvoir. OK, c'est très important de mentionner ce point-là. Louis Riel n'était pas un homme raciste. Mm, Il n'aimait pas les impérialistes. mm. Il n'aimait pas tu sais, les Britanniques et les armées d'oppression. Non, il n'aimait pas les impérialistes et leurs leaders et tout. Mais il n'était pas raciste envers les Anglais, les anglophones, les autres colons européens. Ils souffraient, ils avaient échappé à l'oppression en Europe, la persécution religieuse et tout. Il les voyait pas comme des diables ou des ennemis ou rien, il les voyait comme des êtres humains. Euh, Sa tolérance s'étend également aux peuples historiquement persécutés comme les Juifs, qu'il défend à une époque où l'antisémitisme est largement répandu, y compris dans les cercles politiques et intellectuels. Cette ouverture, toutefois, n'est jamais dénuée de conditions morales et spirituelles, ce qui révèle une tolérance exigeante enracinée dans une vision chrétienne du monde. Il était très inquiet au sujet de la situation des Juifs dans le monde chrétien, en Europe. Et il a même proposé de créer un État juif au Canada. Mm. Il était prêt à donner une province du Canada pour créer un État juif. Ah, Alors,
le monde serait très différent aujourd'hui. On n'aurait pas ce conflit en Palestine parce ça serait pas la Colombie-Britannique, ce serait la Colombie juive ou quelque chose comme ça. Ils songeaient à leur donner peut-être l'île de Vancouver. Allez vous établir là. Bienvenue au Nouveau Monde. Euh, à cette époque-là, euh, les gens étaient extrêmement racistes et antisémites. C'était impensable. Alors vraiment, c'était un homme très, très ouvert pour l'époque. Oui. Puis aussi le racisme parce que la province de Québec, il y avait beaucoup de racisme avec les anglophones, puis McDonald's dans ce temps-là. Ah oui, profondément raciste. Bien sûr, quand on dit raciste, ils étaient racistes contre les Autochtones, ils étaient racistes contre les Canadiens français, ils étaient intolérants envers les catholiques, ils étaient racistes envers les Noirs et envers les musulmans et tous les autres peuples. C'était une période excessivement raciste de l'histoire humaine, cette époque du colonialisme et de l'impérialisme. Puis, on parle des orangistes dans ce temps-là aussi. Hmm, C'était un gros, ouais. gros problème. Peux-tu toucher là-dessus un peu? Wow, oui, oui. Euh, dans ses écrits, Riel identifie certains acteurs précis de l'oppression coloniale, parmi lesquels figure l'organisation, euh, euh, les orangistes et The Alter Scots. Ouais, ouais, ouais. Ces figures symbolisent à ses yeux l'alliance entre le sectarisme religieux, le colonialisme politique et l'exclusion culturelle. L'Ulster Scott incarne le protestantisme militant importé d'Irlande du Nord, hostile au catholicisme et déterminé à imposer une domination culturelle et religieuse. C'était, bon, l'équivalent, bon, c'était des suprémacistes anglo-saxons. C'était des chrétiens protestants fondamentalistes. Ouais. Euh, oui, ils représentent une élite morale autoproclamée, persuadée de sa supériorité civilisationnelle et investie d'une mission quasi divine de civiliser les autres peuples. Ils voulaient Ouais. que tout le monde soit anglophone, ils voulaient que tout le monde soit protestant. Euh, oui, c'était ouais, vraiment des gens affreux. Ouais. Puis, Louis, il n'était pas contre l'immigration. Il y avait certaines conditions qu'il parlait tout le temps. Là. Il disait pour de remplir des conditions pour les immigrés. Parle-nous Bon, donc de ça. oui, oui, oui. C'est une bonne question. Contrairement à certaines caricatures contemporaines, Louis Riel n'était pas hostile à l'immigration en tant que telle. Il reconnaissait la réalité démographique et historique de l'Amérique du Nord comme terre d'accueil. Toutefois, son ouverture était strictement conditionnelle et fondée sur un principe fondamental, l'intégration. Pas de remplacement. Pour Riel, les nouveaux arrivants devaient s'intégrer au peuple fondateur. OK? Si vous venez ici, vous vous intégrez, vous devenez autochtone, vous devenez métis, vous devenez français, vous devenez aussi anglais, plutôt que de constituer des enclaves culturelles autonomes. Il rejetait l'idée d'un multiculturalisme où de plusieurs nous restons plusieurs, préférant un modèle assimilationniste où la diversité des origines converge vers une identité commune. Cette position découle directement de son expérience historique. Riel observe que les vagues d'immigration anglo-protestantes ne cherchent pas à coexister, mais à remplacer. Face à ce qu'il perçoit comme une invasion démographique et culturelle, il estime légitime d'imposer des conditions strictes afin de préserver l'équilibre social et la survie des peuples autochtones et métis. C'est pour ça aussi qu'on voit avec l'assimilation, on voit ça a causé l'assimilation de beaucoup de francophones dans l'Ouest. Là. Euh, on a vu qu'ils voulaient avoir, c'était rendu, ils sont devenus anglophones. Exactement.
La plupart des métis canadiens français sont maintenant des Anglais, des Bon, Canadiens anglais. C'est ce qui est ouais, arrivé. ouais. Euh, oui. Puis ça a été, les Français du Québec, ça veut protéger leur identité à part de l'assimilation culturelle. Absolument. C'est nécessaire. C'est question de survie. Écoute, l'Amérique du Nord, presque tout entière, était francophone. Ça appartenait à la France. On était français d'Amérique. Après ça, on a perdu de plus en plus de terres. On a été inondé par des gens de tout partout au monde qui sont devenus des anglophones. On a disparu. On a disparu. Ici, moi, à l'instant, je suis dans l'État de l'Indiana. L'Indiana, c'était francophone. Il y avait des communautés métisses canadiennes françaises partout dans cet État. Il reste des descendants. Ils sont encore conscients de leurs ancêtres. Ils savent. Ben, il y en a qui ont oublié, mais il y en a encore. Je vais à des powwows et tout, et je connais des gens dans la communauté, ils ont des noms français. Je leur demande d'où viennent vos ancêtres. Ils sont venus du Canada ou du Québec. Ah, ils étaient français. Wow, pas exactement. Ils se sont mélangés avec les Miami et tout. Et, bon, et ces gens-là, ils vont au powwow. Bon, oui. Ils participent dans les powwows. Il y en a qui ont, ils ont le titre autochtone. Tu sais, ce sont des autochtones légaux, soi-disant, façon de dire les choses ici aux États-Unis. Il y en a, non. Tu Entre sais, guillemets, oui, ouais. oui, oui. Bon, tu sais, ici, les Miami, tu vas à un powwow de Miami, ce sont des filles blondes, aux yeux bleus, à la peau de porcelaine. Et tu sais, je leur demande, tu sais, c'est quoi ton nom de famille? Oh, c'est tel ou tel nom. OK, OK. Ils sont comme 99,9% français ou canadiens français. Mais oui, ils ont des ancêtres autochtones. Mais c'est pas le sang, c'est pas la génétique, c'est l'identité. Ouais, Ce sont des gens qui s'identifient comme Miami ou d'autres nations. C'est leur identité. Et Riel reconnaissait ça, que la plupart de son sang était européen et que la plupart de son sang était blanc. Mais son cœur était avec les Autochtones. Bien sûr, on honore nos ancêtres de tous bords et de tous côtés. Et mais c'est ça, c'est ça. Alors, en tout cas, euh, bon, on parlait de l'immigration. Alors, bon, alors maintenant, l'Indiana, comme beaucoup d'autres États, euh, tu sais, c'était francophone, c'était métis d'Amérique, métis canadien-français, ils ont tous disparu. Euh, on était la majorité dans l'Ouest canadien. Tu sais, on était la majorité dans tous ces provinces-là. Mais même dans l'État de l'Oregon. Hein? Dans l'Oregon, il y a des Canadiens, des Américains, Canadiens, Français. Ce ne sont pas juste des Américains, Canadiens, Français. Ce sont des Américains de souche métisse canadienne-française qui se sont établis là. Et il y en a encore. Et puis, tu sais, ils font leur danse, ils jouent leur musique. Il y en a qui parlent encore le français, ils parlent parfaitement bien français. Il y en a qui ont survécu. Il y en a beaucoup qui ont devenu des Indiens aussi. C'est, on a vu ça, The Turtle Mountain Reservation, dans le Dakota du Nord, principalement des métis canadiens français. Mais on leur a donné le choix. Soyez blanc ou soyez indien. On aimerait être métis canadien français. Non, ça ne fly pas. Vous soyez indien ou soyez blanc. Ils ont dit, bon, alors il y en a qui sont allés avec leur famille canadienne-française. Il y en a d'autres qui sont allés avec leur famille autochtone. ouais. Euh, mais bon, alors oui, on a disparu partout au Canada. On était la majorité en Ontario, autour des Grands Lacs et tout. On a disparu. On reste, on a encore des communautés, il y a encore des Franco-Ontariens et tout. Tu sais, on est devenu minoritaire dans notre propre terre. Et maintenant, on veut nous rendre minoritaires dans la dernière terre qui nous appartient, c'est-à-dire le Québec. Ouais, ouais, Et on va disparaître si ça continue. ouais. OK? Tu sais, on essaie de, tu sais, généralement, on essaie
de construire des ponts et de détruire des murs, mais des fois, il faut s'en construire des murs aussi. Ouais, Sinon, on va être anéanti. C'est un génocide culturel, linguistique et même génétique. ouais. On continue. Tu sais, Oui, bien il y a, sûr. il y a des, dans des conservations, conversations sur Mhm. les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une grosse division entre les métiers. Il y en a ils disent qu'ils sont des grands M, puis celles en S sont des petits M, là, tu sais, des petits métiers. Il y a- pour moi, il n'y a pas de différence. Là, tu sais, métier, c'est métier, d'un bord à l'autre. Toi, Exactement, hein, exactement. comment C'est criait c'est- c'est voyage? la chose c'est la chose la plus ridicule et la plus absurde au monde. Les débats contemporains opposant un métier au grand M à un métier au petit M trouvent peu d'écho dans la pensée de Louis Riel. Cette distinction, largement issue de cadres juridiques modernes, est étrangère à son vocabulaire et à sa conception de l'identité. Riel utilisait le terme métis de manière inclusive, englobant l'ensemble des personnes issues du métissage euro-autochtone qui partageaient une histoire, une culture et une conscience collective. Il ne cherchait pas à hiérarchiser les appartenances ni à exclure sur la base de critères bureaucratiques. Pour lui, l'identité métisse était vécue, transmise et reconnue socialement, non définie par des registres ou des certificats. Puis, tu as touché là-dessus, là, les Scott Ulsters, là, tout à l'heure. C'était quoi vraiment l'objectif quand ils sont arrivés ici au Canada? C'est du contrôle, quoi? Bien sûr, c'était le contrôle. Il voulait imposer, il voulait remplacer. Louis Riel était parfaitement prêt à partager. Ben, les Autochtones ils étaient prêts à partager la terre avec les Français. Ils ont fait des accords et des ententes. Ils ont devenu des alliés. Ils se sont mélangés. Tout partout en Amérique du Nord, quand les Anglais y sont venus, ils parlaient de ces French Indians. OK? Oh, oh, Parce que la façon qu'ils vivaient, leur mode de vie, euh, était identique au mode de vie des Autochtones. Ils se sont intégrés dans cette culture. Mais non, ces gens-là, ces protestants anglophones, Ulster Scott, les orangistes et tout, non, ils ne voulaient pas coexister, ils voulaient remplacer. Ils étaient en train de saisir des terres, de déplacer des gens, de massacrer des gens. Alors non, on est prêt à vivre avec les gens qui veulent vivre avec nous. Mais on ne peut pas vivre avec des gens comme ça. Alors la situation est devenue intolérable. Alors ils se sont révoltés. Ben, ils se sont révoltés après avoir exhausté tous les moyens possibles. La diplomatie, la politique, toutes sortes d'autres pressions, les manifestations, ils ont fait tout, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, ils ont répondu à la force avec la force. ouais. Puis, Riel, puis son groupe, il avait des bonnes relations avec les Premières Nations. Et puis, Sûrement. les métiers français avaient-ils la même relation? La relation entre les Métis et les Premières Nations occupe une place centrale dans la pensée de Riel. Il insiste sur les liens de parenté, euh, d'alliance et de solidarité qui unissent ces peuples tout en reconnaissant leurs différences culturelles et politiques. Les Métis français, en particulier, entretiennent, selon lui, une relation privilégiée avec les Premières Nations, fondée sur l'intermariage, le partage des ressources et une vision commune du territoire. Cette proximité explique à la fois la richesse culturelle métisse et la violence de la répression qu'ils ont subie, étant perçue comme une menace à l'ordre colonial établi. Bon. Puis, tu sais, il y a eu des grands schistes dans tout ça, tu sais. Puis, on parle du grand dérangement qui s'est passé dans l'Est. Puis, la violence subie par
les Acadiens métis, puis c'était une sorte de génocide. C'est quoi les métis ont subi à travers le pays, là? Si tu fais une comparaison? Comparer le grand dérangement acadien à la violence subie par les Métis n'est ni un exercice rhétorique excessif, ni une instrumentalisation de la mémoire. C'est au contraire une nécessité historique et morale. Dans les deux cas, il s'agit d'actes coloniaux visant la dislocation d'un peuple, sa dépossession territoriale et l'anéantissement de son autonomie politique et culturelle. Le grand dérangement, survenu entre 1755 et 1764, constitue un précédent fondamental dans l'histoire coloniale britannique en Amérique du Nord. Des milliers d'Acadiens furent arrachés à leur terre, mes ancêtres inclus, mais au lieu de finir en Louisiane, ils ont fini au Québec. Il y en a qui, non, ils ont foutu le camp, ils sont allés au Québec. Les Métis, dont plusieurs étaient eux-mêmes d'ascendance acadienne et autochtone. Euh, c'est très important. Les Métis, dont plusieurs étaient eux-mêmes d'ascendance acadienne et autochtone, je dirais même la majorité. OK? C'était pas des Canadiens français qui sont allés à la Rivière-Rouge et qui ont épousé des Indiennes ou des Autochtones et qui ont eu des enfants qui formaient la première génération des Métis canadiens français. Non, ils étaient déjà Métis au Québec et en Acadie. Et ça, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'ils se sont liés de façon naturelle avec des femmes autochtones, parce qu'ils partageaient cette même culture. Bon. Alors, les Métis, dont plusieurs étaient eux-mêmes d'ascendance acadienne et autochtone, subirent un sort comparable un siècle plus tard. À travers la confiscation des terres, la destruction des économies locales, la criminalisation de leurs chefs et l'écrasement militaire, le projet colonial anglo-canadien visait à faire disparaître les Métis en tant que peuple distinct. OK? Alors, ce ne sont pas deux événements séparés. Hein? Ça forme partie de la même politique. La dispersion métisse après 1885, souvent décrite comme une disparition, est en réalité une survie sous contrainte, analogue à celle des Acadiens après leur déportation. Il est donc légitime de parler de violence génocidaire au sens où les politiques mises en place cherchaient non seulement à contrôler les Métis, mais à effacer leur présence collective de l'histoire et du territoire. On voit ça, sincèrement, on voit ça très facilement au Québec, là, puis dans l'Est, essayer d'effacer les métiers de là. Carrément, carrément. On veut non seulement nous remplacer, mais nous effacer de l'histoire. Oui, oui, oui. On va finir ici aujourd'hui, puis on va continuer avec les prochaines émissions. Mais, comment que les mots puis les phrases de Louis Riel rassemblent le peuple métis à travers le pays? Bon, les mots de Louis Riel ne sont jamais neutres. Ils sont porteurs de mémoire, de résistance et d'espérance. Son langage agit comme un lien symbolique, capable de rassembler les métis dispersés à travers le pays et au-delà des frontières imposées. Frontières imposées. Et on veut nous imposer des nouvelles frontières absurdes et illogiques sur... yeah. Riel comprend instinctivement que le langage est un instrument de pouvoir. Nommer, c'est exister. Se nommer soi-même, c'est résister. En revendiquant le terme Métis, Métis, comme désignation centrale, il offre à son peuple un point d'ancrage identitaire commun, transcendant les divisions régionales et les expériences différenciées de l'oppression. Ses écrits, qu'ils soient politiques, poétiques ou mystiques, visent constamment à réactiver une conscience collective. Il s'adresse aux Métis comme à une famille dispersée, rappelant leurs origines, leurs souffrances
et leur mission historique. Cette capacité à parler à la fois au cœur et à l'esprit explique pourquoi ces paroles continuent à résonner bien après sa mort. Puis ça continue aujourd'hui, là. Précisément. Ouais, on voit qu'il y a toujours un débat qui se passe entre les exclusifs là, de l'Ouest et puis un débat avec le Québec puis tout ça. Là. Ça fait que même si le Québec, le gouvernement, il dit qu'il n'y a pas de métier, là, on voit ça, ça continue. Oui, exactement. Mais on arrive à la fin, là, mais, est-ce que tu as des mots à dire au métier? Oui, que l'inclusivité, c'est un concept central à l'identité métisse. L'un des aspects les plus mal compris et parfois délibérément déformés de la pensée de Riel est son attachement profond à l'inclusivité. Pour lui, l'identité métisse n'est pas un club fermé, mais un espace de convergence. Cette inclusivité ne signifie pas l'absence de limites, mais la reconnaissance de l'identité, que l'identité est un processus historique et relationnel. Être métis, selon Riel, ne se réduit pas à une généalogie figée ou à un certificat d'appartenance. C'est participer à une culture, à une mémoire et à une destinée commune. L'inclusivité est donc centrale parce qu'elle reflète la nature même du peuple métis, issue de la rencontre, de l'alliance et du métissage. Refuser cette dimension inclusive revient à nier les fondements historiques de l'identité métisse telle que conçue par Louis Riel. Merci, John, aujourd'hui pour avoir participé avec la question métier. Et on va t'inviter encore pour le chapitre 3 et 4 et 5, là, on va continuer avec ça. Ça me fait grand plaisir. Merci, là. Merci.